Donc bonjour à tous. Je tiens à vous remercier de votre invitation. Je viens donc de Normandie et j'ai fait le chemin inverse de mon arrière-grand-père qui lui a quitté la Bretagne pour la Normandie, et aujourd'hui je suis donc devant vous pour vous présenter l'histoire des Piotou. Les Piaware, on les retrouve dans le Finistère. Ils ont été étudiés par Jan Kerkelenner, qui en a fait un très bon livre. Et puis, les Piotou ont été beaucoup moins étudiés, et parce que, donc en fait, on a surtout travaillé le sujet à partir de la région de départ et pas toujours de la région d'accueil. Et donc j'aimerais juste vous emmener au 19e, début 20e, dans un univers sonore, le Piotou. Imaginez, vous êtes dans une ville avec un marché plutôt rural et donc du monde, des camelots. Et le Piotou, voici son cri pour annoncer sa venue et notamment faire son commerce. Donc je vais poser le micro. Po, po, po de lapin, po. Mangez la viande, vendez-moi la peau, gardez les boyaux. Donc voilà, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé parce que je suis donc arrière-petit-fils et petit-fils de Piotou. Et du coup, ça a toujours suscité ma curiosité. Mon grand-père ne parlait pas beaucoup de son métier, mais il en était très fier. Et donc, ce sont des recherches que j'ai commencées dans les années 2000 à l'Université du Havre, sous la direction de John Barsman. Le temps après de passer le CAPES, d'avoir une vie de famille, une vie d'élu pendant 12 ans en tant qu'adjoint de ma commune. Et donc, j'ai mis un terme à mon engagement municipal pour me consacrer à cette thèse que j'ai repris donc il y a environ 3 ans. Mais c'est un sujet qui ne m'a jamais abandonné depuis 20 ans, et puis j'ai contacté Jean Le Lion qui a accepté de me suivre. Pour le moment, le sujet n'est pas déposé, mais on part sur une soutenance en 2028, à peu près. Donc, je dois me plier à l'exercice, 25 minutes pour présenter ces travaux, c'est très très court. Donc je vais essayer de survoler toutes les thématiques possibles pour vous montrer la richesse de ce sujet. Donc qu'est-ce qu'un Piotou, une Piotouze ? En fait, c'est avant tout une expression que l'on retrouve dans la culture orale du pays gallo pour désigner les marchands de Pio. Et les Pio, ce sont les chiffons. Et donc, ces Piotou, Piotouzes parcouraient les campagnes, les villes françaises du Grand Ouest pour glaner les chiffons, les peaux de lapin, les peaux de taupe, les sauvagines, les os verts ou crus, les coquilles d'escargot, les plumes, les cuirs, les crins, les meubles, les papiers, les cartons, la ferraille et parfois même les bêtes mortes. Du coup, ils collectaient toutes ces marchandises, ils les triaient, et bien ces entrepreneurs, ces travailleurs valorisaient les déchets. Et on peut vraiment les considérer comme des pionniers de l'économie circulaire. Et ce qui fait la particularité de ces Piotou, c'est qu'ils sont concentrés essentiellement dans 3 communes. Et ces 3 communes, elles sont juste à côté de Loudéac. C'est pour ça que c'est très touchant, votre invitation, pour moi. Parce que Lenfin, Pleuc et Saint-Brandan, c'est juste à côté, en fait. Et du coup, il y a ces 3 viviers-là, sachant que j'ai pu identifier d'autres viviers, comme l'Envolon ou encore la Roche-des-Riens. Mais ça, ce sera sans doute une occupation pour ma retraite. Alors, je vous ai dit que c'était plutôt une expression de la culture orale, mais on a donc cette représentation là, d'Auguste Leboudec qui était Piotou. Donc là, il avait à peine 16-18 ans à peu près, et donc on le retrouve en Loire-Atlantique chez Prosper Leblanc. Donc vous voyez ces paquets de chiffons là, et puis les peaux de lapin sur l'épaule.
Alors, cette expression de la culture orale, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on les retrouve dans les documents administratifs, et notamment ici, donc, dans un acte de décès de Jean-Marie Bagné, et du coup, on retrouve les témoins. Regardez, là, ce sont les petites croix. Et en fait, on a cette expression orale qui passe à l'écrit dans le langage officiel. Et ça, pour le moment, c'est la seule trace que j'ai de ce terme dans les archives. Alors, ce mouvement migratoire, c'est Piyotou, eh bien, il est multiforme. Donc j'ai fait ce schéma de synthèse et je le remettrai dans la publication, je ne peux pas aller dans le détail. Mais donc, pourquoi les Piyotou sont partis, ont quitté les côtes du Nord? Bien, en fait, il y avait une situation démographique, il y avait une tradition migratoire, notamment les habitants de Pleuc qui pouvaient aller à Jersey, ou les fameuses nourrices bretonnes, ou alors aller sarcler les betteraves en Beauce. Donc il y avait cette tradition de migratoire. Et puis on a aussi donc, un aspect plutôt économique avec, alors ce qui a été très très bien étudié par Jean Martin et Yann Lagadec sur la crise des toiles. Et donc ça plonge les côtes du Nord dans une misère incommensurable, avec beaucoup de mendiants et d'indigents, et ça a été aussi repris par Roger Toinin. Et donc, ils se saisissent d'une opportunité, les besoins de la société. Bien, en fait, on a besoin de papier. La République, elle doit produire des lois, elle doit les diffuser. On a un essor de la presse, l'essor de l'alphabétisation avec les lois scolaires, le triomphe de la bourgeoisie, et en fait, il faut toujours se dénoter du petit peuple, et du coup, en fait, le commerce de la fourrure est vraiment resplendissant. Et puis, il y a une demande à la fois nationale et mondiale des fourrures. Et les progrès techniques, eh bien, ils sont là. On a les moulins à papier, révolution des transports pour les marchandises, des connexions avec l'artisanat, les tanneurs, les fourreurs, l'industrie sidérurgique qui recycle aussi tous les métaux, et le procédé de pâte à bois qui arrive vers 1840 est encore trop coûteux. Et puis, il ne faut pas oublier les guerres, et donc quand on est en temps de guerre, eh bien, on a besoin de ferraille et de métaux. Donc voilà le contexte très, très général. Alors, comment j'ai pu travailler mes Piyotou? Eh bien, en fait, j'ai repris à la fois ce que le cercle généalogique des Côtes d'Armor a pu recenser. Ils ont fait ce qu'ils appellent le petit mémorial, qui est l'équivalent du grand mémorial, le site que vous connaissez, mais le grand mémorial ne concerne que les soldats qui ont fait la Première Guerre mondiale. Et du coup, j'ai recensé, alors là j'ai mis le terme Piyotou, mais en fait, on peut classer, par critère de recherche, j'ai juste mis chiffonnier. Et donc, parmi ces chiffonniers, j'ai additionné les deux périodes, donc c'est-à-dire de 1867 à 1921, eh bien, je retrouve en tout 654 Piyotou. Et sur ces 654 Piyotou, eh bien, on a des viviers comme Pleuc, l'Enfin, Saint-Brandan qui émergent et qui finalement représentent 61% de l'échantillon. Et donc ça repasse là dans ce diagramme camembert. Donc on a nos trois viviers, mais on a aussi des viviers secondaires. Et là, je ne sais pas si les couleurs ressortent suffisamment, mais les trois points rouges, donc Saint-Brandan, l'Enfin, Pleuc, et puis autour, l'Ermitage, Plaintel. Et puis, vous voyez que finalement, c'est extrêmement concentré dans le pays de Quintin. Alors, ce triangle magique, si on peut dire, pour moi, eh bien, on a l'Enfin, et les gars de l'Enfin sont plutôt partis vers le Morbihan, les Pays de la Loire et Poitou-Charentes, à partir de 1845. Ensuite, arrive en numéro 2, Saint-Brandan, qui prend la direction du centre Val-de-Loire à partir de la fin des années 1860. Et puis,
Pleuc-sur-Lier, qui vraiment colonise la Normandie, la Picardie, à partir des années 1880. Donc on a ce gradient temporel qui montre une migration à la fois qui perdure dans le temps, mais qui est différenciée d'une commune à l'autre. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait des retours l'été, et en fait on engageait sa main-d'œuvre sur place pour l'emmener dans la région où on était installé. Et en fait le phénomène fait tache d'huile. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à faire dans ma base de données. Donc je suis parti des recensements militaires, mais actuellement, et je peux encore continuer, mais j'ai identifié 2700 Piotou. Ces 2700 Piotou, eh bien voilà où ils se répartissent, dans tout le Grand Ouest. Et donc on a vraiment des axes ici. Et vous voyez que le Finistère, il n'est pas concerné. Je ne retrouve pas de Piotou dans le Finistère. Et donc, à ça, j'ai sans doute une hypothèse, ou bien ce sont les gars de la Roche-des-Riens qui y sont, et puis sans doute, ce qui est beaucoup plus possible, eh bien c'est qu'en fait, le Finistère était peut-être davantage en situation de pauvreté ou de misère que d'autres départements. Et les chiffons, eh bien, on allait les trouver notamment dans des campagnes où il pouvait y avoir une activité, et il y avait sans doute un marché qui était beaucoup plus prospère en dehors de la Bretagne. Et puis, donc, là, pour les frontières, donc on a ces axes-là. L'Île-de-France, en fait, les grandes villes, les Piotou fuient les grandes villes. Parce que, en fait, je pense que la collecte des déchets était plutôt pour vraiment des vagabonds, même si on a des Piotou qui ont été condamnés pour vagabondage. Mais on voit bien que là, on évite la région parisienne. Et pourquoi on ne va pas plus au sud? Ben, tout simplement parce que là, c'est un peu comme les Français et les Anglais, ben là on a des Auvergnats. Et les Piotou n'apprécient que très moyennement les Auvergnats. Donc, et dans le nord, on a une concurrence belge. Voilà. Bon, il faut quand même noter que là, on a une répartition, une diffusion qui paraît importante, mais si on zoome sur mon département de naissance, la Seine-Maritime, eh bien en fait, on a une absence entre Le Havre et Yvetot de Piotou. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des Auvergnats qui étaient là. Par contre, tout le reste, on retrouve les Piotou. Alors, ces Piotou, ben, en fait, ils ont un sens du commerce très, très aiguisé. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'ils s'installent près des moulins à papier? Ben oui et non. Donc, ici, on a un moulin à papier de Cerquigny, et puis, chaque point rouge, eh bien, c'est une famille Piotouze. Et en fait, on voit bien, là, on est en Normandie, avec une majeure partie de Piotou natifs de Pleuc. Et donc, ben, comment ils ne se répartissent pas au hasard, en fait? Ici, il suffit de faire un rayon de 30 km et vous arrivez à fleur de peau d'un autre territoire. Pourquoi 30 km? Parce qu'on ramassait les chiffons en vélo. Et que 30 km pour aller chercher sa marchandise, il fallait faire 30 km pour la ramener. Donc le territoire Piotou, il se faisait de cette façon. Et donc les vélos, on les retrouve, regardez, ils sont sacrément chargés, des hommes comme des femmes, avec quelques outils. Et là, donc on a notamment René Darcel qui posait, et son patron tenait à ce que les Piotou ne soient pas considérés comme des vagabonds, comme des nomades, comme des manouches. Et donc il fallait être impeccable, chaussures cirées, casquette, cravate, pour aller dans les campagnes et récolter tout cela. Alors, comment, en fait, ils ne choisissaient pas leur lieu d'implantation par hasard. En fait, ils cherchaient une ville, donc comme Bournay-en-Bray, là où sont venus mes arrière-grands-parents,
une ville qui avait un marché hebdomadaire tourné vers la campagne, avec en fait une gare. Et ici aussi des pilotos qui pouvaient réserver des quais de gare pour emmener leurs marchandises sur Paris. Et pour vous dire que la réussite qu'il y a eu des pilotos à Gournay-en-Bray, c'est qu'en fait, juste à côté de Gournay-en-Bray, on a Ferrières-en-Bray avec la première usine de Charles Gervais, avec l'invention du petit Suisse. Et du coup, il y avait énormément d'élevage. Et toute la production de beurre, de lait, au fin 19e, début 20e, du pays de Bray, partait vers la région parisienne. Donc, du coup, ça produisait énormément de cuir et de déchets divers. Alors, donc c'est une histoire aussi du travail via une forme de paternalisme. Et cette forme de paternalisme, elle a permis d'éliminer les Auvergnats. Alors ça, on est très fiers. Et du coup, eh bien, en fait, les patrons revenaient à la Saint-Thuriau à l'Enfin, le 14 juillet à Pleuc, au moment de la fête, et notamment des courses de chevaux, et ils engageaient des jeunes de 14, 15, 16 ans, à condition qu'ils viennent avec leur vélo, et donc ils les emmenaient. Ils étaient gagés à l'année, le salaire a été versé aux parents au retour l'année suivante. Et là, on retrouve ici donc Joseph Roux, qui lui est employé chez la famille Offray, à Monnet, c'est à côté de Tours. Et en fait, on voit que le patron donne pourvoi en fait aux dépenses. Donc, on a différents vêtements. On a même ici des billets de tombola pour aller à la fête des jeunes gens. Donc le patron déduisait ça du salaire, du gage qui était donné aux jeunes, enfin aux parents du jeune. Et en fait, ces jeunes, s'ils avaient le sens du commerce, ils pouvaient faire monter un petit peu les enchères. Et Auguste Le Boudec, donc né à Saint-Martin-des-Prés, juste à côté de l'Enfin, il a d'abord commencé à Briouze, chez Alphonse Elliot, puis en fait, c'est vrai que ça s'était mal passé chez Alphonse Elliot. Parce qu'en fait, bon, je vous le dirai après, mais je travaille avec les témoignages oraux, j'ai retrouvé sa fille, et en fait, il devait brosser des meubles avec des produits détergents, etc. Donc il s'abîmait la santé. Mais il avait un très bon sens du commerce, et donc il est parti à Josselin, chez Armand Olitreau, puis il a été engagé par Pierre Leblanc. Donc là, on est sur des patrons qui viennent tous de l'Enfin, mais qui prenaient leurs jeunes chaque année au village. Alors, c'est une histoire de l'administration et de l'hygiène. On a, ça c'est extrêmement riche, ce que l'on appelle des enquêtes Komodo, Wayne Komodo, où en fait, on est dans une période une période pasteurienne, où on voit des microbes partout, les fameux miasmes, et il y en avait, notamment dans ce métier. Donc, du coup, il faut faire des enquêtes avec le maire du village, souvent un médecin, et quelques notables qui venaient visiter l'espace où les pilotos travaillaient. Et parfois, on pouvait fermer l'établissement parce que, en fait, il y avait quelques mouches ou quelques rats. D'ailleurs, si je peux me permettre une aparté, en fait, les pêcheurs venaient voir les pilotos pour acheter leur vers de terre avant d'aller à la pêche. Ils allaient sur le tas d'os et il y avait des vers qui étaient là. Bon, le métier, donc, il est encadré, et vous voyez, ici, on a Alexis Demoy, donc à côté de Châteauroux, il habite Levroux, il est natif de Plaintel, et c'était, dans les années 90, un des 10 derniers marchands de peau de lapin en France, et dans son séchoir de 250 mètres carrés, il faisait sécher entre 10 à 11 000 peaux. Et il tendait 120 pots à l'heure. Et ses petits-enfants ont appris à compter avec les pots dans le hangar. Voilà, ça ce sont ses petits-enfants. Et quand je lui ai rendu visite, eh bien le hangar avait encore la même odeur
que le grenier chez mes grands-parents où étaient étendus les pots de lapin. Et là, j'ai eu vraiment une émotion où le corps a une mémoire et on garde ça en tête. Et c'est vrai que l'odeur de peau de lapin, elle est assez tenace et on mettait de la naphtaline pour les conserver et pour éviter qu'il y ait des vers, notamment dans la queue. Et donc cette profession, elle est encadrée, donc on retrouve, et c'est vrai que mon intervention, elle fait écho avec l'intervention ce matin sur la pluralité des sources dans le commerce que Madame Longeard, c'est ça, que Madame Longeard a fait, et on peut retrouver des déclarations de patente où là en fait on a un petit sac comme ça avec un numéro, le nom du PIO2 qui lui donnait l'autorisation d'exercer. Alors, c'est une histoire des outils et des pratiques. Donc, ici, Jacques Leclerc, qui est issu de la famille Offray de Saint-Brandan, qui lui, là, m'expliquait comment tricher avec une balance romaine. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a des poids et des mesures, eh bien, il faut tricher. Et si c'est pas le client, enfin si c'est pas le PIO2 qui trichait, c'était le client. Donc l'un dans l'autre, il fallait le faire. Donc là vous avez des petits pesons, là les crochets de chiffonnier pour manipuler, il faut imaginer des balles de chiffon de 150 kg, et donc on les crochait et donc ils allaient les déplacer, les chiffons étaient tassés. Et du coup, ça n'était pas sans risque. Parfois, il y avait des accidents, on pouvait s'écorcher, perdre un œil, donc il y avait pas mal de choses. Et puis, ces PIO2, à un moment, ils investissent parce que la ferraille, c'est quand même quelque chose de très rémunérateur. Et du coup, on investit ici dans une cisaille crocodile. Cette cisaille crocodile, il faut imaginer, c'est une mâchoire qui mord. Qui mord et qui coupe, qui casse, qui coupe les morceaux de ferraille, sauf que si vous ne tenez pas le morceau de ferraille, c'est le morceau de ferraille qui saute, et donc vous pouvez vous blesser. Et chez la famille Gauthier en Eure-et-Loire, eh bien, la cisaille crocodile servait à couper le cou du canard avant de le plumer. Donc, on a aussi donc, le matériel. Ici, c'est mon grand-père avec ma tante. Et donc là, il avait investi dans une camionnette licorne et donc il achetait les peaux, les chiffons, les plumes, les laines, les métaux. Et chose importante, pour l'époque, il fallait avoir le téléphone. Et les PIO2 ont eu généralement le téléphone très très tôt. Alors, c'est aussi une histoire urbaine des métiers avec des locaux spécifiques pour les besoins de l'activité. Alors là, c'est une mine d'or, parce que ça fait suite aux fameuses enquêtes Welling Komodo, et donc on a des plans. Et en fait, alors ici, on avait notamment une école, donc il y avait des enfants là à côté. Donc à Gournay-en-Bray, les établissements Rabais, Jean Rabais est né à Plémy, à côté de Pleuc, et donc ils sont arrivés à Gournay, et puis ils ont connu une prospérité indéniable. Et donc, il travaillait avec des chevaux. Et ici, donc c'est une photo qui représente l'entrée est juste là. Et ici, il avait même noté sur le fronton Jean Rabais. Et donc, Jean Rabais, on voit qu'il avait fait un plan où il y a des marchandises qui étaient stockées, triées avec les écuries. Et puis, le petit secret, c'est qu'en fait, à côté de sa maison d'habitation, sa femme tenait un café. Donc, qui dit café, dit passage, donc des clients qui venaient, qui déposaient la marchandise, sa femme les payait, et puis, ça faisait un point de commerce. Et dans ces habitations, en fait, vous avez des jeunes qui étaient là à l'année. Donc, au premier étage, vous mettez les garçons, et au deuxième étage, vous mettez les jeunes filles. Que font des jeunes garçons, des jeunes filles, ou des jeunes hommes, ou des jeunes femmes qui ont 18-20 ans? Au bout d'un moment, il y a des rapprochements. Donc, ils quittent la maison d'habitation, et Jean Rabais les installe en périphérie, dans des maisons qui appartiennent aux patrons.
Et comme ça, on agrandit le territoire Piotou, le simple chiffonnier devient marchand de chiffon, et ensuite il devient négociant. Et c'est comme ça qu'on étouffe la concurrence auvergnate, qui était saisonnière. On occupe le terrain. Et on a des jeunes, et on vient avec 7-8 jeunes, alors que les Auvergnats, ils venaient plutôt en couple, et repartaient pour faire les moissons. Le secret de la réussite de Pluck, aussi, l'équarrissage. Parce qu'en fait, là, vous maîtrisez toute la chaîne. Vous avez directement les cuirs. Donc, mais on pouvait... les premiers équarrissages, ils étaient en ville. Mais on est dans une période où il y a de l'urbanisation, où la ville progresse, et donc ça ne fait pas très riche quand vous avez du sang qui s'écoule dans la rue, et du coup, en fait, il faut s'expatrier un petit peu en périphérie pour faire donc cette activité. Et donc Jean Rabais, c'est ce qu'il fait. Il part dans une commune voisine, à l'Audencourt, donc au milieu de nulle part, il met son équarrissage en activité, et là, il gagne énormément d'argent, dans des conditions sanitaires, on va dire, assez limites, parce que donc ses employés, à un moment, ils en avaient marre, il y avait trop de rats, donc en une demi-journée, ils ont tué 150 rats. Alors, c'est aussi une histoire judiciaire des Piotou, où en fait, ils sont tantôt dans le respect, tantôt dans le rappel, tantôt dans la filouterie. Donc on en a un qui est pas mal, Nestor Jaffreau, en Vendée. Donc lui, il est rappelé pour un certain nombre de choses, des instruments de mesure irréguliers, il peut y avoir de l'ivresse sur la voie publique, non-inscription sur son registre de brocanteur. Bah oui, parce que sinon vous êtes receleur, si vous ne pouvez pas donner l'origine de vos achats. Donc la presse ancienne, elle est extra pour ça, parce qu'on a les détails, puis après on pourrait aller chercher le jugement. Et puis regardez, je reviens à nos amis auvergnats. Donc là on a deux Piotou de Pluck, le sieur Poilpré et le sieur Garnier. Ils se qualifient de marchands ambulants, et ils disent qu'ils habitent à Gournay à l'hôtel et qu'ils ont payé leur contribution sur les chevaux dans leur pays, en Auvergne. Pas bête, on fait porter le chapeau à la concurrence, et puis ils ont quand même payé leur impôt sur les chevaux. Mais en fait, ils sont bretons, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, c'est aussi une histoire des mobilités familiales, avec ceux qui restent, ceux qui partent, ceux qui reviennent et ceux qui coupent. Mes arrière-grands-parents ont coupé totalement avec Pluck. Tout simplement pour la raison où en fait ils ont eu un enfant hors mariage. Mon arrière-grand-père était encore au service militaire, donc il a reconnu l'enfant 3 ans après à son retour du service militaire. Mon arrière-grand-mère a mis son enfant en nourrice chez une tante, et elle est partie à Paris pour être cuisinière bonne et nourrice dans une maison bourgeoise. Et quand ils sont revenus, ils se sont mariés à Pluck et ils ont définitivement tiré un trait sur la Bretagne. Ce qui fait aussi que je pense que dans ma démarche, la Bretagne a toujours été une question, et j'ai aussi envie de retrouver un petit peu ces origines-là. Mais du coup, les Piotou revenaient en Bretagne se marier, et là on est à Saint-Brandan, et vous voyez en fait, on a des Piotou qui sont dans la Sarthe, dans la Creuse, à la Charte-sur-le-Loir. Donc à chaque fois, l'été était le moment de retrouvailles familiales. Et puis, si on va à l'enfin, on a des histoires autour des bistrots qui se passaient, c'était assez festif. On se mariait entre Piotou, les femmes revenaient pour accoucher, mettaient parfois l'enfant en nourrice jusqu'à l'âge de 3 ou 5 ans sur l'enfin, et puis les Piotou, certains négociants ramenaient de la modernité et des bonnes manières. À Pluck, en fait, il y a des femmes Piotouses
des femmes de négociants qui revenaient, qui changeaient de toilette et de chapeau 3 fois par jour. Et quand ils revenaient à l'hôtel du commerce, ils ne buvaient pas du cidre comme tous les gens de Pleuc, mais ils demandaient un petit doux. Un petit doux, c'était un petit apéritif, un petit vin cuit. Et ça, on n'en avait que très rarement dans cette Bretagne. Et puis les premières automobiles, la famille Gorin est arrivée au volant d'une voiture américaine à l'enfin. Si bien qu'une fois, il y a un pilotou qui était tellement content de montrer sa voiture qu'à un moment, il s'est dit « mais où est-ce que je vais trouver de l'essence ?» Alors, c'est aussi une histoire de la mémoire pilotouse avec quelques survivances. Aujourd'hui, le journal municipal de l'Enfin s'appelle le Petit Pilotou parce qu'ils veulent que l'information circule comme les Pilotou. Vous avez aussi le carnaval de Cancale où on met le feu au bonhomme carnaval que l'on surnomme le Pilotou. Vous avez aujourd'hui 2 entreprises qui survivent. Ce sont les 2 seuls de ce mouvement massif. Donc on a Bouédard Frères à Saint-Martin-Longo en Picardie et les Le Bianic à Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Et on peut aussi travailler sur les contes et légendes Pilotou, où en fait on voit toute la ruse, toute la filouterie et le sens du commerce des Pilotou. Alors, mon travail s'appuie sur une base de données donc de plus de 2000 Pilotou, j'en suis à peu près à 2700, sur des archives privées. J'ai des descendants de Pilotou qui me confient en fait les documents familiaux que je remettrai ensuite aux abbés de Saint-Brieuc pour que d'autres puissent retravailler dessus. C'est convenu avec ces familles, des archives publiques, qu'elles soient communales, départementales, nationales. J'ai réussi à compiler une centaine de témoignages ou de descendants ou de Pilotou, une collection de cartes postales, de papiers en tête, d'outils, et je fais de nombreux déplacements à chaque vacances, en fait, dans tout le Grand Ouest, pour rencontrer ces descendants de Pilotou. Et donc, comme je devais faire court, il y a quand même un certain nombre d'éléments que je n'ai pas abordés, mais on aurait pu aborder le rôle du clergé aussi, qui est à la fois jugeant vis-à-vis des Pilotou, avec leurs mœurs légères, mais qui aussi est relié familialement. Les bourses, les transformations des matières récoltées, le rapport à l'alcool, l'ensemble des filouteries, les représentations, l'évolution du métier avec les réussites et des échecs, parce que bon, il n'y a pas que des réussites, pardon. L'histoire qui rapproche les vivants, parfois je remets en contact des cousins éloignés par mes recherches, et puis je suis invité avec eux, et puis j'assiste à ces beaux moments, et donc ça aussi, de faire de l'histoire et de rapprocher les vivants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les cris de la tournée, vous en avez eu un petit aperçu, et puis il y a des chansons aussi sur les Pilotou. Le déracinement, l'identité bretonne, certains le gardent, d'autres pas. Et puis voilà. Donc si vous avez des anecdotes, des souvenirs sur les Pilotou, un membre de votre famille, écoutez, je suis preneur, mes coordonnées sont là, et puis je suis tout disposé à répondre à vos questions, et je vous remercie de votre attention. Merci, vous nous avez fait entrevoir tout un métier dont on ne connaît pas grand-chose. On a tous vu passer des chiffonniers, mais savoir toute l'organisation qu'il y avait derrière, etc. Et je vois aussi que vous avez tout un programme de travail qui peut vous mener assez loin. Oui, en effet, il y a une multitude de sources, il y a encore beaucoup de choses à dépouiller. Heureusement, j'ai Jean Le Bihan derrière moi qui peut me cadrer, parce que... Vous savez, jusqu'en 2028, vous m'avez dit. Oui, 2028, oui, c'est un peu le contrat qui est passé. Ah oui. Oui, voilà. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Oui.
Alors, merci pour cette communication. La carte qui a été montrée, où on voit en fait l'occupation spatiale du territoire, elle montre quand même une certaine forme de... Non, celle d'après. Il me semble qu'elle montre quand même une certaine forme de planification. Tu as évoqué tout à l'heure les écoles où en fait un patron après placé les différentes personnes à l'échelle comme ça, une échelle locale ou régionale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui planifie un peu, ou est-ce que c'est une corporation? Est-ce que ce sont des patrons qui se rencontrent? Parce que c'est assez surprenant quand même d'avoir comme ça un quadrillage géographique qui est quand même bien défini et bien représentatif. En tout cas, il saute un peu aux yeux. Alors en fait, je souris parce que il y a une solidarité Pilotous. C'est-à-dire qu'on est capable de s'entendre pour éliminer un Auvergnat. Mais si on peut aller sur le territoire d'un autre Pilotous et lui rafler quelques marchandises, on ne s'en prive pas. D'ailleurs, mon grand-père, il a séparé le territoire de mon arrière-grand-père avec son propre frère. Et en fait, c'était un peu Laurel et Hardy, et il y avait des discussions familiales assez houleuses, et parce qu'il y en avait un qui était rentré sur le territoire de l'autre. Donc, après, il y a une forme de fidélité dans ce paternalisme, c'est-à-dire que les premiers arrivés, et on le voit très bien dans les actes d'état civil, notamment à l'enfin, c'est-à-dire que dans l'état civil à l'enfin, on les voit sous le terme de marchand. Un marchand, c'est donc un marchand de chiffon qui a entre 3 et 6 jeunes sous ses ordres. Et une fois que ces jeunes sont en âge de se marier, il les installe en périphérie, et donc ces jeunes reproduisent le schéma en engageant d'autres jeunes, une bonne pour garder les enfants. D'ailleurs, quand on voit domestique ou autre, on a des témoignages où la bonne ne fait pas que de s'occuper des enfants. Hein. Elle va trier les chiffons, enlever les boutons, tendre les pots de lapin, dépouiller les sauvagines, etc. Et donc, le premier arrivé passe négociant. Et souvent, il aide à l'installation de ses premiers employés, et donc en les aidant, eh bien, il s'assure de la fidélité, c'est-à-dire de la revente des matériaux au patron. Donc il y a personne qui chapeaute, mais par contre on voit bien un réseau à travers des mariages hors Bretagne, où finalement on peut faire 50 km pour être témoin d'un mariage, et ça veut dire qu'il y a des solidarités, et je pense que cette répartition, elle se fait aussi avec le chemin de fer. Parce qu'il faut pouvoir sortir les marchandises et envoyer par exemple de la ferraille dans les usines sidérurgiques d'Italie, capter les fourreurs juifs de la région parisienne, et ça encore. Alors et pour les chiffons, une fois que le procédé de pâte à papier est bien maîtrisé, on en fait des chiffons d'essuyage. Donc on arrive à en faire autre chose. Donc il n'y a pas vraiment quelqu'un qui chapeaute, ça reste très local. Parfois la maladie, une blessure arrive, et finalement dans le recensement suivant, eh bien, c'est une autre famille du même village qui reprend la suite. Et c'est vraiment à partir des années 1930 où les Pilotous embauchent de la main-d'œuvre locale et arrêtent d'embaucher en Bretagne. Il y avait une question ici. Non? Oui, je voulais vous dire, dans la partie Basse-Bretagne, les Pilotous, comme vous dites, on les appelle les Pilawers. Les Pilawers, mais dans la population, je me rappelle quand il y en avait encore, quand j'étais tout petit, il y avait un peu un mépris vis-à-vis des marchands, des marchands de peau de lapin, Pilawers, etc. Donc, ils n'étaient pas très bien vus, la population. On se méfiait un petit peu d'eux. Qu'est-ce qu'ils font
on va essayer de faire parler, ou comme là, vous disiez, tricher un peu. Est-ce que vous, dans votre enquête, vous avez ressenti cet aspect-là, l'aspect... Alors oui, tout à fait, dans les témoignages oraux, notamment de la part des descendants, alors il y a une fierté et un amour de l'indépendance du métier pour celui qui le pratique. Par contre, les enfants, à l'école, ne disaient pas « mon père est chiffonnier, ma mère est chiffonnière ». Ils disaient « ils sont brocanteurs, récupérateurs ». C'était un peu mieux. Et il y a certains mariages qui ont été difficiles. Quand on était fils de chiffonnier, c'était pas très glorieux sur le CV. Même si on ne perpétuait pas la tradition familiale de reprendre l'entreprise. Et on a des entreprises comme ça qui ont perduré sur 3 générations. Il y avait quelqu'un là, oui, voilà. Et puis au fond, après. Oui, nous avons discuté tout à l'heure, puisque nous sommes quand même voisins au Havre, et en vous écoutant, je me dis que vous avez une extension à faire de votre travail sur le monde négociant, tout simplement, car les négociants du Havre se sont propagés exactement de la même manière que celle que vous décrivez actuellement. Oui, alors... Vous êtes sur une mine là, extraordinaire. Ah oui, j'en ai bien conscience. Et les négociants du Havre, dans le chiffon, ils étaient... Dans le café. Alors ceux qui étaient dans le chiffon, c'était des Belges, des Juifs, et ils étaient aussi dans l'huile de poisson. Et donc il y avait notamment quelques quartiers comme ça qui étaient occupés, mais je ne retrouve pas mes Bretons. Les costarmoricains du Havre étaient plutôt terrassiers donc pour la ville du Havre qui était dans une profonde mutation. Je parle des bourgeois du Havre, mais de ceux qui faisaient le grand négoce. Et les origines et les mécanismes sont les mêmes que ce que vous faites. Oui, ouais. Alors, du coup, si je peux préciser sur ces négociants, les premiers Piotou n'étaient pas forcément très instruits. Ce que me disent les descendants, c'est qu'ils ne savaient peut-être pas lire, mais ils savaient très bien compter. Et du coup, on arrive à des fortunes, c'est-à-dire qu'ils plaçaient leurs bénéfices dans la pierre, et en fait, ils montaient dans la hiérarchie sociale. On les voit après devenir conseillers municipaux, les enfants faire de beaux mariages, et ils investissent, et notamment Jean-Marie Rabet, il a été l'un des premiers à Gournay-en-Bray à avoir une voiture et son chauffeur. Si on n'est pas des Côtes d'Armor, je ne suis pas sûr qu'on connaisse bien l'Enfin, mais l'Enfin est quand même connu par rapport à une fonderie, la fonderie du Pas, et qui faisait notamment des plaques d'égout. Oui. Et les plaques d'égout, on les retrouve un petit peu partout. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport, ou est-ce que vous avez fait un rapport entre cette fonderie et puis l'univers de Piotou? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de rapport, mais donc l'abbé Jean de Rétif, qui a été prêtre à l'Enfin, a travaillé sur cette question. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment une différence entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Et ceux qui sont partis et qui revenaient, eh bien, ne devaient pas montrer forcément leur réussite. À tel point que la famille Hélard, qui est partie à Châteauneuf-en-Thymerais, dont vous avez encore un descendant qui tient le café de l'Enfin, eh bien, leur père leur disait tu peux te confesser à Châteauneuf-en-Thymerais, par contre à l'Enfin, tu restes dans ta chambre, tu as le crucifix, tu te confies à Dieu et tu ne vas pas te confesser au prêtre de l'Enfin. Donc il fallait masquer cette réussite, sachant qu'à Châteauneuf-en-Thymerais, les enfants étaient dans une école catholique et la toiture avait des fuites. Eh bien, Monsieur Hélard a sorti des fonds et a refait intégralement la toiture de l'école. Alors, en fait, parce que l'usine du Pas embauchait des gens localement, et en fait, ceux qui partaient, il y avait une forme de jalousie, en fait. Parce que quand les Piotou revenaient, c'était quand même
la fête alors que d'autres continuaient de travailler. En fait, les congés payés, ils les ont inventés avant même que ce soit officiel. Et l'usine du pas, je ne connais pas exactement son histoire, mais il y avait quand même, en termes de commerce, au moment de la Ceinturio, le 13 juillet, des représentants de commerce de Cholet qui venaient rencontrer les Pillotou, parce qu'en fait, on faisait du troc. Ça, c'était les gars de l'Enfin qui échangeaient des mouchoirs de Cholet contre les peaux de lapin. Et donc, ils venaient capter leurs clients à l'Enfin. Voilà. Bon, une dernière question là, et puis on va clore le... Non, j'en ai une question de tout à l'heure. J'ai pas trop compris l'organisation. En fait, au départ, c'est une structure familiale. Oui. Et ça passe à une structure, comme vous avez dit, un peu entrepreneuriale. Voilà, c'est ça. En fait, on marche vraiment en famille. Il y a les parents et les enfants ou il y a... Alors, c'est parents, frères et sœurs, dans un premier temps. Et ils voient les opportunités. Et puis, s'ils sont beaucoup trop dans un lieu, eh bien, en fait, il y a un couple qui part à 30 km et qui s'installe. Et après, on va chercher des jeunes, des neveux, oui, en fait, tout le monde se connaît. Et mes voisins me suggèrent une autre question. Pourquoi la Normandie ? Y a pas. Alors, pourquoi la Normandie ? Écoutez, parce que l'Enfin commence le mouvement vers la Loire-Atlantique. Donc, une fois que la place est prise, il faut regarder ailleurs. C'est un peu comme quand vous montez dans un bus. Si les places sont prises, vous allez dans le fond. Et comme le mouvement de Pluck est la troisième vague, eh bien, il restait la Normandie. Et la Normandie offrait de belles possibilités, notamment à Cherbourg, une anecdote avec la famille Gorin, qui traversait la Manche pour vendre ses pots de taupe, parce qu'en Angleterre, les pots de taupe coûtaient plus cher. Alors, Christian Boujard, et c'est la dernière. Alors, c'est pas une question, désolé, c'est peut-être une réponse à une question qui a été posée tout à l'heure concernant les fonderies du pas. À ma connaissance, il n'y a pas de relation directe avec les Pillotou de Pleuc-sur-Lier et de cette région-là, puisque cette fonderie appartenait à la famille de Villeneuve, qui ensuite a investi sur le port du Légué à Saint-Brieuc. Donc il ne me semble pas qu'il y ait de lien direct entre les deux éléments. Voilà. C'est juste une précision sur ce point.